Bonjour à tous, vous regardez Midi Ensemble. C'est une semaine particulière qui vient de se dérouler en Israël. Une vague de terreur s'est abattue sur le pays. De nombreux attentats, le plus souvent à l'arme blanche, imprévisibles, commis par des très jeunes terroristes sur tout le territoire. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la manière dont les Israéliens juifs et arabes vivent ces journées noires. Surtout, restez avec nous. Depuis 2 semaines, Israël est confronté à une nouvelle vague de terreur. Attaques au couteau, voitures béliers, fusillades, des attentats qui s'enchaînent sur tout le territoire israélien. Et ils sont perpétrés par des assaillants souvent très jeunes et totalement imprévisibles. La population israélienne tente de se préparer aux attaques. Parmi les Israéliens les plus inquiets, il y a bien sûr les parents qui craignent pour leurs enfants. Dans les écoles, les mesures de sécurité sont parfois trop souples et le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a décidé de donner des fonds pour aider les écoles à se protéger, notamment à Jérusalem. Le reportage tout de suite de Lise Barimbaud, mais on en parle après. Cette semaine, les lycées de Jérusalem ont fermé leurs portes pour protester contre le manque de budget déployé pour leur sécurité. 400 écoles sont concernées dans la capitale israélienne. Ces dernières années, les financements ont été restreints et le nombre d'heures de garde des agents de sécurité a diminué. Les journées scolaires se finissent à 16 h, mais les agents de sécurité ne sont payés que jusqu'à 13h30. Nous payons pour la sécurité avec notre propre argent. La mairie nous dit qu'elle peut assurer la sécurité jusqu'à 13h30. Ça n'a pas de sens. Un attentat peut arriver après cet horaire. La grève a été décidée par le maire de la ville, Nir Barkat, et par une association de parents d'élèves. Un mouvement suivi par les lycées de jeunes filles religieuses et par certaines écoles arabes de Jérusalem. On a insisté, la situation empire, nous ne sommes plus sûrs de nous. Nous essayons d'éviter la panique, mais il est déraisonnable de faire partir les gardes au milieu de la journée et de laisser les enfants sans surveillance. En réponse, le ministre des Finances israélien Moshe Kahlon a débloqué des fonds supplémentaires pour améliorer la sécurité des écoles. Pendant 2 semaines, les maternelles, les primaires et les centres aérés d'Israël auront à leur disposition des agents de sécurité jusqu'à 16 h. Un effort de plus de 20 millions de shekels, soit 4 500 000 €. C'est l'État qui assume cette dépense dans les communes les plus modestes, alors que les villes aisées paient 30 % de ce coût. Une mesure saluée par les maires de nombreuses localités israéliennes. Les employés des écoles ne sont pas entraînés pour réagir en situation de crise, mais ont été priés de surveiller l'entrée des élèves le matin, en portant notamment des gilets réfléchissants. Le maire de Givat-Haïm, une commune proche de Tel Aviv, Ran Kounik, a même demandé aux parents de participer financièrement à cette initiative, ce qu'ils ont immédiatement accepté. De leur côté, les parents s'organisent pour ne jamais laisser les enfants sans surveillance. Lise Barimbaud, Maurice Ifergan, bonjour. J'ai le plaisir également d'accueillir Joël Lévy. Bonjour Joël Lévy, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, nous allons voir quels sont les problèmes provoqués par ces attentats. Lise, on l'a vu, les enfants sont au centre des préoccupations des Israéliens. Comment les parents parlent-ils à leurs enfants de ces événements ? Alors les enfants, évidemment, sont des proies faciles face aux tensions et aux angoisses qui les entourent, et les psychologues donnent des consignes claires pour gérer la situation. Il faut rassurer l'enfant en lui disant qu'il est normal d'avoir peur. Il ne faut pas faire de promesses illusoires en lui disant que ça n'arrive qu'aux autres. Il faut informer les enfants de ce qui se passe. Les psychologues recommandent même de regarder les informations à la télévision avec les enfants. Et puis il faut aussi trouver des solutions concrètes. Par exemple, les amener à l'école, soit en voiture, soit leur faire prendre un vélo plutôt que de prendre le bus. Joël Lévy, vous êtes d'accord? C'est vrai qu'on n'attend pas une réponse toute prête, on ne veut pas de mode d'emploi, mais que faut-il dire aux enfants pour ne pas qu'ils cèdent à la panique? Déjà, je crois que la première dimension, c'est que l'enfant, et là, pour le coup, quel que soit son âge, a besoin de savoir qu'on lui dit la vérité. Une fois qu'on a dit ça, on sait bien qu'on ne peut pas dire toutes les vérités à l'enfant. Donc l'essentiel, c'est de ne pas lui mentir. Vous parliez de mesures illusoires, de promesses illusoires, effectivement, de dire ça nous arrivera pas à nous, etc. Ça, c'est pas de l'ordre du possible. Par contre, l'âge de l'enfant est déterminant. Le contexte géographique aussi, selon qu'on habite Jérusalem ou Tel Aviv, même si ce que vous décrivez effectivement nous touche à tous dans le pays, c'est pas la même intensité quand même, et l'âge de l'enfant est déterminant. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, donc ce qu'il a besoin de comprendre, c'est que ses parents sont là.
En tout cas, les parents font imposer certaines mesures, Lise, dans les écoles. Oui, alors par exemple, ils ont fait annuler certaines excursions, mais les écoles sont assez fermes. Elles n'acceptent pas de mots d'excuses pour des absences. En fait, les directions des écoles pensent qu'il faut conserver la routine des enfants. Donc, si certaines activités sont annulées, c'est vraiment à cause du stress des parents. En tout cas, chaque école prend des initiatives au niveau de la sécurité, notamment à Ra'anana. Certaines écoles proposent des cours de Krav Maga à leurs élèves, Maurice Fergan. Oui, mais écoutez, ça va au-delà de ces cours de Krav Maga. Moi, il me semble que ce qui serait bien, c'est surtout de s'intéresser aux parents et d'essayer de les calmer plutôt que de s'intéresser aux enfants qui finalement vivent la situation un peu comme tout le monde. Je crois que la panique et la paranoïa vient surtout des parents et pas des enfants. Moi, je me souviens pendant les guerres ou les intifadas précédentes, mes enfants, même peut-être un peu plus âgés, vers 15-16 ans, ne voulaient pas, disent-ils, céder au terrorisme et continuer à sortir et à mener leur vie contre toutes nos supplications. On leur demandait de rester à la maison. Ils ne voulaient rien savoir. Là, si les parents eux-mêmes ne sont pas convaincus qu'il faut lutter contre l'angoisse, je ne vois pas comment on peut éviter que les enfants, eux aussi, soient angoissés. Mais est-ce que vous pensez le fait justement de rajouter des gardes comme ça devant les écoles, ça rassure vraiment les parents? Il y a vraiment urgence, effectivement, à rassurer les parents pour qu'il n'y ait pas confusion et confusion générale et pour que le parent ne majore pas ces phénomènes et du coup l'enfant lui va multiplier par 4, enfin un enfant de 5 ans quand ses parents sont angoissés va fantasmer des choses bien plus graves que la réalité. Oui, et donc l'enfant perçoit la réalité avec le prisme de ses parents. En tous les cas, hormis les écoles, d'autres lieux publics prennent des mesures de sécurité, notamment la chaîne de supermarchés Rami Lévy qui a décidé d'interdire la vente de couteaux. Écoutez son propriétaire. 40% de mes employés sont arabes et 60% juifs et chrétiens. Je choisis mes employés sans tenir compte de leur religion et de leurs origines. Et c'est la même chose pour mes clients, peu importe leurs origines et religions. Nous avons enlevé tous les couteaux de nos rayons, tout simplement parce que nous procédons maintenant à des fouilles beaucoup plus poussées à l'entrée du magasin. Et nous ne voulions pas donner l'opportunité à des terroristes potentiels de se servir de nos couteaux. En effet, quel est l'intérêt qu'un gardien vérifie si tu as des couteaux dans ton sac à l'entrée du magasin, si ensuite tu peux en acheter dedans? Et autre manifestation de l'angoisse qui saisit les Israéliens, ça se voit dans l'usage des transports publics. Oui, puisqu'il y a eu plusieurs attentats qui se sont déroulés dans des bus, donc notamment à Jérusalem, il y a une vraie baisse de fréquentation, surtout la nuit, jusqu'à 30% de baisse. Alors ceux qui sont contents par contre, ce sont les chauffeurs de taxi, mais alors les gens les appellent souvent pour vérifier s'ils sont juifs. Pour le moment, des soldats à Jérusalem assurent la sécurité dans les bus, et il y a parfois des fausses alertes. Jeudi dernier à Haïfa, des soldats ont eu recours à un arrêt d'urgence puisqu'ils croyaient être en présence d'un terroriste dans un bus. Joël Lévy, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la psychose en ce moment en Israël? Je pense qu'on peut aller vers la psychose et qu'on a tous cette responsabilité de calmer ça parce que ça aura des impacts et des incidences pour notre société, pour cette vie en commun avec les Arabes israéliens, avec les Arabes et on a besoin de calmer ces velléités-là qui partent un peu dans tous les sens. Oui, c'est vrai que c'est difficile quand même pour les Israéliens parce qu'à Gaza, c'était, voilà, il fallait tout de suite se rendre dans les abris. Là, ce sont des attentats qui sont complètement imprévisibles. Ce ne sont que des choses nouvelles finalement. Maurice Fergan, comment gérer ça ? Écoutez, c'est difficile de gérer quelque chose qui est ingérable, mais le danger, c'est d'avoir un discours sur ces terroristes qui sont des jeunes loups isolés qui se lèvent un matin et qui décident de perpétrer une attaque. Parce que si finalement c'est n'importe qui, alors c'est tous. Et on se trouve dans un espace de suspicion globale, c'est-à-dire que les Israéliens voient tous les Arabes comme des suspects. Et de l'autre côté, ça marche exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a connu des cas d'Arabes israéliens qui ne se sont pas rendus au travail ou qui ne sont pas allés faire leurs courses dans des supermarchés ou des marchés parce qu'ils craignaient des actes de vengeance de la part des Juifs. Donc on vit dans un climat de suspicion globale et ce climat est très dangereux. Oui, et autre aspect d'ailleurs difficile à gérer pour les Israéliens pendant cette vague de violence, ce sont les dizaines de vidéos qui circulent à la télévision ou bien sur les réseaux sociaux, des vidéos d'une grande violence qui montrent des terroristes perpétrer leurs crimes, puis se faire neutraliser et souvent tuer par les forces de police israéliennes, des événements qui se déroulent dans les rues, dans les tramways, dans les bus, des lieux du quotidien que les Israéliens évidemment reconnaissent. Et tout ça, ça engendre une sorte de psychose. On revient en images sur ces vidéos qui alimentent l'angoisse des Israéliens avec Maxime Pérez.
Voici les images des caméras de surveillance de la police israélienne. En apparence calme, ces deux adolescents palestiniens cherchent en réalité une cible qu'ils trouvent au bout de quelques secondes. Les deux jeunes réapparaissent à l'écran armés d'un couteau. Ils tentent de tuer un premier passant qui parvient à les semer. L'homme est pourtant grièvement blessé. Les deux tueurs poursuivent leur périple meurtrier, leur arme à la main. À cet instant, un jeune adolescent israélien sort d'une épicerie et reprend son vélo. À peine parti, il est violemment projeté au sol et poignardé par les deux Palestiniens. Blessé au cou, la victime est transférée à l'hôpital dans un état critique. Les propriétaires du commerce sont alertés par les cris et tentent de prendre en chasse les terroristes. Les deux Palestiniens achèvent leur périple meurtrier sur les rails du tramway qui traverse le quartier de Pisgat Ze'ev. Cette fois, deux policiers israéliens les interceptent. Un premier assaillant est abattu. Le second sera grièvement blessé. Ces images ne laissent aucune place au doute quant aux intentions de ces deux jeunes Palestiniens, âgés de 13 et 16 ans. Leurs deux victimes avaient le même âge. L'une d'entre elles se bat toujours pour rester en vie. Alors, Lise Barenbaum, on l'a vu dans le sujet, c'est la guerre des images. Et pour une fois, Israël répond efficacement aux contre-vérités et aux raccourcis. Oui, parce qu'en fait, ces vidéos et ces photos ne sont pas que des vecteurs d'angoisse, ce sont aussi des armes politiques. Alors, il y a eu le cas ce week-end du jeune Ahmed Mansra, qui a 13 ans, qui a poignardé un adolescent de son âge à Jérusalem. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a déclaré qu'Israël avait exécuté le jeune Ahmed, alors qu'en fait, il est actuellement soigné dans un hôpital israélien. Donc, des photos et des vidéos officielles ont été publiées sur les réseaux sociaux pour prouver qu'Ahmed va bien et qu'il devrait sortir dans quelques jours de cet hôpital. Maurice Ifergan, les gens qui filment ces attaques, est-ce qu'ils considèrent leur caméra comme une arme? Veulent-ils simplement témoigner ou bien finalement il ferait mieux de porter secours? Écoutez, c'est toujours le même débat vis-à-vis des gens qui témoignent d'une situation. Faut-il se précipiter pour sauver les blessés ou éviter une attaque, ou au contraire témoigner de cette attaque? Il n'y a pas de réponse. Il y a des journalistes qui vous diront mais je ne peux pas, je suis obligé de faire mon travail. D'autres qui vont me dire tant pis, je baisse la caméra et je vais agir. Mais la question, c'est cette multiplication aujourd'hui des films vidéo. C'est-à-dire que tout le monde a un smartphone, tout le monde a un appareil photo et tout le monde filme. Justement. Cette multiplication, je ne sais pas s'il y a un danger, je crois que cette multiplication multiplie l'angoisse, multiplie le stress aussi. Justement, Joël Lévy, vous pensez que justement, eh bien, ça va changer la perception du conflit, toutes ces vidéos qu'on voit? Écoutez, ça vient cristalliser le fantasme, ça vient le majorer, ça préside à des angoisses qui sont irrationnelles sur le mode de la paranoïa, on va suspecter son voisin, on va suspecter tout le monde, et puis on a affaire au couteau, c'est-à-dire à un objet qui est archaïque. On n'est pas sur un objet élaboré, on tranche le corps, on fait saigner le corps, et du coup, ça suscite des angoisses qui sont non élaborable. Alors le problème, c'est que ça se transmet notamment chez les adolescents, que les enfants n'ont pas de contrôle là-dessus et pas d'élaboration. Il faut que les adultes soient avec eux pour re-regarder ces vidéos éventuellement, mais pas de lecture sauvage, parce qu'on va arriver sur éventuellement des traumas, des traumatismes qui sont très vifs, là, très aigus. Alors justement, la semaine dernière, le département d'État a laissé entendre qu'Israël ferait un usage disproportionné de la force contre les attaques au couteau. On va écouter tout de suite la réponse du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Israël utilise exactement et légitimement le genre et la quantité de force que n'importe quel gouvernement, municipalité ou force de police utiliserait contre des gens brandissant des couteaux, des couperets et des haches pour tenter de tuer des passants dans les rues. Et donc quelques jours plus tard, le secrétaire d'État américain John Kerry a rectifié le tir en condamnant toutes les violences contre les civils innocents. Écoutez-le. Ces derniers jours, nous avons assisté à une éruption d'attaques tragiques, scandaleuses et injustifiées contre des civils innocents qui vaquaient simplement à leurs occupations quotidiennes en Israël, en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem. Nous restons profondément préoccupés par ces récentes violences. Nous condamnons fermement les attaques terroristes contre les civils innocents et il n'y a absolument aucune justification pour ces attaques répréhensibles. Nous allons continuer à soutenir le droit d'Israël de défendre son existence. Il est extrêmement important que le calme soit rétabli dès que possible et nous allons continuer d'insister en public et en privé sur l'importance de prévenir des rhétoriques incendiaires, des accusations ou des actions qui pourraient conduire à la violence. Maurice, vous pensez vraiment qu'Israël fait usage disproportionné de la force ?
Écoutez, d'un point je ne veux pas juger de l'usage, mais je veux juger des résultats. Israël a trouvé une parade à ces actes, ces attaques au couteau imprévisibles. Pour le moment, ça semble fonctionner. Je veux dire, les auteurs de ces attaques savent qu'ils n'en sortiront pas vivants, et ça a dissuadé certains, et on n'a pas vu une multiplication, on constate plutôt une baisse de ce type d'attaques. Maintenant, le problème, c'est le narratif. Vous avez vu que chez le Premier ministre israélien, c'est nous l'agresseur, et nous l'agressé, et les autres, ce sont les agresseurs. Du côté américain, c'est un peu différent. Je veux dire, il y a un parallélisme entre les agresseurs et les agressés qui fait que ça devient pratiquement insupportable pour les Israéliens qui se trouvent dans une situation, effectivement, d'agresser, et ils ne comprennent pas, et je ne suis pas sûr que le discours américain permette de calmer les esprits et effectivement d'arriver à la solution que souhaite tant John Kerry, c'est-à-dire d'arriver à une stabilité. Lise Barenbaum, Maurice Ifergan, Joël Lévy, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous tout de suite, c'est un nouveau journal et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie d'Israël Inside. Restez là. Bonjour à tous, c'est la suite d'Israël Inside. On continue à évoquer ces 2 semaines sanglantes qui ont ébranlé Israël, des événements très difficiles à supporter pour la population. On en parle tout de suite. Et le bilan humain qui est très lourd, certains blessés sont encore dans un état grave et toujours hospitalisés. Les services de secours sont mobilisés pour répondre aux situations d'urgence. Maël Benoli, elle s'est rendue à Jérusalem pour rencontrer un binôme atypique. Vous allez voir, un juif et un musulman qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Le reportage. Ils sont sur le qui-vive, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, ils se tiennent prêts à intervenir. Encore plus ces dernières semaines. Bienvenue au quartier général de Magen David Adom à Jérusalem. C'est ici que tout commence, depuis le premier coup de téléphone jusqu'au départ des ambulances. Nous sommes dans le centre d'appel d'urgence. Nous recevons ici tous les appels ou par téléphone ou par radio. À partir de là, nous dispatchons les équipes et les ambulances au plus vite pour donner les premiers soins dans tous les secteurs de Jérusalem. Magen David Adom ou MADA est une organisation humanitaire qui fonctionne uniquement à l'aide de dons. Cela fait 20 ans qu'Ilan est secouriste pour le service d'urgence israélien. Même s'il réfute pour l'instant la comparaison, les souvenirs de la seconde intifada ne sont pas très loin. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail ces derniers temps. C'est vrai que ça nous rappelle des souvenirs, l'intensité des événements, le fait que les incidents s'enchaînent. C'est vrai que ça y ressemble, mais j'espère que ça n'ira pas aussi loin que la seconde intifada. Vérification du matériel et dernier briefing avec son coéquipier Jabbar avant d'arpenter les rues de la capitale israélienne. Notre mission au Magen David Adom, c'est d'arriver les premiers afin de sauver des vies. Et quand l'état d'alerte est au maximum, comme c'est le cas, on tourne dans la ville. Comme ça, s'il se passe quelque chose, nous sommes déjà en route. Une personne en sang qui s'est fait poignarder, si tu n'arrives pas à temps, après 3-4 minutes, ça peut déjà être trop tard. Hier encore, la journée n'a pas été de tout repos pour les 2 amis. 2 attentats ont eu lieu au même moment. On en parlait avec Jabbar ce matin. C'est trop, faut que ça s'arrête. Moi, je suis juif pratiquant, Jabbar est arabe musulman, et bien ça fait des années qu'on vit ensemble. Nous sommes amis, nous sauvons des vies ensemble, et peu importe qu'il s'agisse de juifs ou d'arabes. Par la force des choses, les 2 collègues sont même amenés à soigner les assaillants. On soigne tout le monde, même les terroristes. Et quand ça arrive, je me dis qu'on est différent d'eux. Que jamais je ne ferai ce qu'ils ont fait, mais ça reste une vie à sauver, donc je fais mon travail, même si c'est dur. C'est à cet endroit que ce mercredi, dans un bus, 2 hommes ont commis une attaque sanglante. Un tirant au pistolet sur les voyageurs, l'autre poignardant des innocents. Arrivés rapidement sur les lieux, Ilan et Jabbar ont fait tout ce qu'ils pouvaient.
On a commencé à donner les premiers soins. Malheureusement, 2 avaient déjà perdu la vie. Nous avons fait le maximum pour emmener les blessés le plus rapidement possible à l'hôpital et en vie. Comme Ilan et Djabar, ils sont près de 2000 à travailler pour le Magen David Adom. Ils sont aussi plus de 12 000 bénévoles répartis dans tout le pays, prêts à intervenir à n'importe quel moment pour sauver des vies. Lise Barenbaum, Maurice Ifergan, merci d'être là avec moi comme d'habitude pour décrypter justement cette actualité ici en Israël. Et j'ai le plaisir d'accueillir Eman Siksek. Bonjour, vous êtes journaliste sur la chaîne anglaise d'I24 News. Alors évidemment, nous allons parler avec vous de votre vision des choses, de ces attentats qui sont imprévisibles ici. Vous habitez à Jaffa, donc dans une zone mixte. Vous allez nous dire comment vous vivez tout ça. Mais tout de suite, Lise Barenbaum, quel est le statut de Magen David Adom? Alors ça a été créé en 1930. C'est le service d'urgence nationale en Israël depuis 1950. Et ses missions sont simples. Effectuer les gestes et les premiers secours, enseigner les gestes de premiers soins et bien sûr évacuer les patients et les blessés sur site. Comment ces services de secours interviennent aussi vite ? Alors, c'est leur métier d'arriver très vite, comme le SAMU en France, et ils ont plusieurs règles. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucune distinction entre la victime et l'assaillant. Lors d'un attentat, on soigne toutes les personnes blessées. La règle numéro 1, c'est soigner en premier celui dont le pronostic vital est le plus en danger. Alors, un juif et un arabe, c'est un exemple comme qu'on continue à vivre ensemble malgré les attentats. Hier soir, une manifestation à Jérusalem a rassemblé 1500 personnes, juifs et arabes, réunis contre la violence. Est-ce que ça, Maurice Ifergan, vous pensez que c'est une note d'espoir ? Disons, c'est une note de... Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas. Vraiment, parce que c'est tellement rare, ça n'arrive pas souvent dans ces situations. Mais vous avez parlé de binôme atypique à propos de ce juif et cet arabe qui soignent des gens dans leur ambulance. Moi, je voudrais dire que ce n'est pas si atypique que ça. C'est-à-dire que la population arabe israélienne ne vit pas de son côté totalement séparée de la population juive israélienne. Il y a des passerelles de tous les côtés. Il y a des arabes israéliens qui travaillent dans des usines et des juifs qui font travailler des arabes israéliens. Le problème, c'est les disparités entre les deux populations. C'est le fait qu'elles vivent ensemble et qu'elles travaillent ensemble, c'est du quotidien, on le vit tous les jours. Alors maintenant, quand on est dans une situation comme ça, tendue, c'est vrai que la moindre manifestation de soutien entre juifs et arabes pour vivre ensemble réchauffe un peu le cœur, mais la situation est tendue en ce moment. Justement, Eman, dites-nous, vous qui habitez à Jaffa, où c'est quand même une zone mixte, où arabes et juifs habitent ensemble, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que finalement les rues sont vides? Est-ce qu'on continue finalement à vivre ensemble comme si de rien n'était? En cette période d'attentat, comment ça se passe? Well, what's going on right now is that coexistence really is in danger. What we saw in the story before, Jews and Arabs working together, actually it happens a lot in Israel. This is an extreme example, but it does happen a lot. And even today, where we're working right now... Alors, on a un problème de traduction. Alors, on va essayer de traduire ensemble. Donc, vous disiez que c'est quelque chose de très commun en Israël de vivre dans ces périodes justement tendues. That's right, and we see this a lot. Even the channel we're working in today, I work with Arabs. Même dans la chaîne dans laquelle nous travaillons ensemble. La coexistence est vraiment dans la société. Et c'est ce qui nous permet, voilà, la coexistence marche bien, mais il faut aller au-delà de la peur. Il faut arriver à nous voir comme des humains les uns les autres, avec des forces et des faiblesses. Alors, ces derniers jours, la communauté des Arabes israéliens est en pleine lumière. Ils représentent, je vous le rappelle, 20% de la communauté israélienne. Ils ont les mêmes droits que les autres citoyens, mais ont aussi évidemment un lien avec les Palestiniens. La question de leur loyauté à Israël se pose donc. 2 attentats ont été perpétrés par des Arabes israéliens et Binyamin Netanyahou leur a lancé un appel pour qu'ils ne cèdent pas à l'extrémisme. Le reportage tout de suite de Lise Barenbaum. Une grève générale a été déclarée cette semaine par les Arabes israéliens. Le mouvement a concerné les villes arabes de Sachnine, Taïbé et Umm-el-Fahem. 20 000 personnes se sont aussi rassemblées dans la ville de Sachnine en soutien aux Palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Les manifestants scandaient des slogans défendant la mosquée d'Al-Aqsa, dont les musulmans ont peur d'être dépossédés, alors que le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a affirmé sa volonté de préserver le statu quo en place à Jérusalem. Des événements qui posent la question de la loyauté des citoyens arabes envers Israël, eux qui représentent 20% de la population du pays et qui possèdent les mêmes droits que les autres citoyens.
Je veux dire aux Arabes d'Israël, ne soyez pas trompés par ceux qui essayent d'attiser les tensions dans ce pays. Nous vivons ensemble, nous pensons qu'une coexistence est possible. Il est très facile de défaire les liens qui nous unissent, ne tombez pas dans ce piège. Alors que le leader de la liste arabe unie, Ayman Odeh, donnait une interview à la télévision dans la ville arabe de Nazareth, le maire de la ville, Ali Salam, lui a tout simplement intimé l'ordre de quitter les lieux. Une invective lancée à cause de la désertion des Juifs de la ville. Les retombées économiques sont lourdes pour les commerces arabes. Certaines manifestations arabes se sont finies dans la violence, routes bloquées, jets de pierres, incendies de pneus et arrestations. Parmi les attaques recensées, le 12 octobre dernier, un arabe israélien a poignardé 4 personnes près d'un arrêt de bus au nord d'Israël, après avoir renversé l'un d'entre eux avec sa voiture. Ala Raed Amar Ziwad, 20 ans, originaire de la ville d'Oum al-Fahem, a laissé une soldate de 19 ans dans un état critique et 3 autres personnes âgées de 19 à 45 ans blessées légèrement. L'homme n'a pas assumé son acte devant la cour de Haïfa et a parlé d'un accident de la route. À Afoula, au nord d'Israël, un peu plus tôt dans la semaine, une femme a tenté de poignarder un agent de sécurité à la gare centrale. Neutralisée par la police, elle est actuellement traitée pour des blessures légères. Je m'adresse aux Arabes israéliens, citoyens d'Israël, je vous le dis. Allez-vous écouter un leader qui vous incite à la violence jusqu'au bout ? Des leaders, notamment ceux du parti Balad, qui ont des liens avec Daesh, des leaders qui veulent démanteler Israël. Ou préférez-vous vivre dans la coexistence, dans la paix et la loyauté, au pays dont vous faites partie ? Vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux, c'est impossible d'être dans les deux mondes. Profiter des droits d'un pays démocratique qui respecte les droits de tous ses citoyens, juifs et arabes, et agir contre ce même pays. Je vous demande de choisir la bonne voie, celle de la vérité et de la coexistence. Mais la plupart des Arabes israéliens sont mécontents de la situation. Certains, par contre, voient la cause palestinienne comme leur priorité. Le stress dans lequel nous vivons maintenant, que ce soit à Jérusalem, dans la mosquée d'Al-Aqsa, dans la bande de Gaza ou dans les territoires, la raison de cette situation sous tension, c'est que la politique du gouvernement israélien et plus précisément celle du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Aujourd'hui, Benyamin Netanyahou veut ouvrir une enquête criminelle contre la députée arabe israélienne Hanin Zohabi, membre de la liste arabe unie. Ce n'est pas la question de qui prie à Al-Aqsa ou qui n'y prie pas. Pour nous, c'est le cœur de la question nationale. C'est un symbole de souveraineté. C'est le symbole de l'humiliation et des attaques qui nous sont faites en tant que Palestiniens, en tant que peuple. Ça touche un domaine très sensible de notre identité nationale et notre identité religieuse aussi. Nous sentons que nous faisons partie du peuple palestinien. Nous prenons part à la lutte. La députée aurait incité les Palestiniens à soutenir les attaques terroristes contre les Israéliens afin de créer une véritable intifada. D'ailleurs, Lise, la méfiance envers les Arabes israéliens a conduit une entreprise à prendre une mesure inattendue. Oui, il s'agit de Bezek, le géant israélien du téléphone et de l'Internet, qui a interdit à ses employés juifs de se rendre dans les villes arabes pendant cette vague de violence. Les employés qui détiennent un permis de port d'armes sont invités, eux, à se déplacer avec leurs armes dans les quartiers arabes des villes mixtes comme Saint-Jean-d'Acre, Tel Aviv ou Haïfa. Je vous rappelle qu'un des attentats qui a eu lieu à Jérusalem a été perpétré par un employé de Bezek qui s'est même servi de son véhicule de fonction. Ayman, cette vague de violence qui porte quand même un coup dur, la cohabitation entre les Juifs et les Israéliens, Arabes israéliens, est-ce qu'on peut encore retisser les liens ? Je pense que l'on peut encore penser à ça. La coexistence en Israël est là depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver. Ça doit être au centre de nos préoccupations. La plupart des personnes veulent vivre ensemble, peu importe la peur, peu importe ce qui se passe dans le pays. Les Juifs et les Arabes veulent vivre ensemble. Et nous pouvons toujours avoir de l'espoir. Comment rétablir, à votre avis, Maurice Yfergan, cette cohabitation ? D'abord, il faut changer de discours, il faut changer de disquette, comme on dit en hébreu. Vous avez entendu le Premier ministre qui a lancé un appel aux Arabes israéliens pour leur dire de considérer qu'ils vivent ici. Alors, on utilise deux mots. On utilise le mot coexistence,
c'est-à-dire vivre l'un à côté de l'autre, ou cohabitation, c'est-à-dire vivre ensemble. Et il faudra un jour choisir ou la coexistence ou la cohabitation. La deuxième chose, c'est nous sommes dans un État de droit, un État démocratique. Les Arabes israéliens ont élu sur une liste unique leurs députés. Il faut accepter ces députés tels qu'ils sont, avec leurs discours qui parfois posent des problèmes sur le plan de la légitimité de l'État d'Israël, de leur loyauté, mais il faut accepter la démocratie et jouer le jeu et ne pas dire que leur direction est illégitime et ne représente pas les aspirations des Arabes israéliens. Vous, Ayman, vous êtes donc journaliste sur notre chaîne, vous vivez en Israël à Jaffa, vous êtes israélien, mais comment vous définissez votre identité ? Je suis un arabe, j'ai un héritage palestinien, mais Israël c'est aussi mon pays. Je suis israélien, j'ai été à l'université en Israël, je parle hébreu. Israël est une grande partie de mon identité. Et c'est ça ce qui est dangereux, c'est que nous avons les deux. Les gens veulent absolument définir qui vous êtes. Et ça c'est pour les Juifs, pour les Arabes. Quand nous allons pouvoir agencer les différentes parties qui font notre identité, peut-être que nous pourrons avancer. Oui. Vous pensez que justement cette cohabitation, Maurice Ifergan, c'est la première victime justement de cette vague de violence? Ah oui, absolument. De toute façon, c'est clair que le problème, il n'est pas face à l'autorité palestinienne. Le problème, il est interne. Cette cassure qu'il y a entre juifs et arabes israéliens. D'autant que vous savez qu'en octobre 2000, il y avait eu déjà des émeutes lors du problème avec Al-Aqsa. Et il y avait eu 13 arabes israéliens qui avaient été tués. Il y a une commission d'enquête israélienne qui avait été mise en place avec des conclusions très strictes. Les arabes israéliens ne voulaient plus qu'on les traite comme des ennemis, ils voulaient qu'on les considère comme des citoyens normaux. On a mis 15 ans à rétablir les relations. Maintenant, il faudra encore 15 ans pour recommencer à rétablir ces relations. Lise Barimbaud, Maurice Ifergan, Ayman Sikseck, merci à vous de nous avoir fait l'amitié de venir aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Nous reviendrons sur les tensions dans la région tout au long de cette journée. i24 News, vous le savez, est au cœur de l'actualité. Restez bien branchés. On suit les événements en temps réel pour vous. Dans quelques instants, le journal suivi du grand dossier de midi ensemble. Nous allons vous plonger dans un univers très fermé, celui des diamants. Vous savez, en matière de diamants, Israël est réputé dans le monde entier. Restez avec nous.